avant de passer la parole à Imed Azouz pour la présentation du budget pour 2024, quelques mots pour souligner combien ce budget traduit la détermination de notre équipe municipale à maintenir des politiques écologiques et de solidarité fortes pour répondre à la diversité des besoins des Nantériennes et des Nantériens en matière d'éducation, d'accompagnement de la jeunesse, de transition écologique, de droits des femmes, de culture, d'attention portée à nos seniors, de lutte contre les incivilités et plus largement en faveur du vivre ensemble et d'une ville de toutes les mixités. C'est un budget guidé par la volonté de notre équipe municipale de tenir tous ses engagements et de continuer d'agir pour construire une ville pour toutes et tous en ne laissant personne au bord du chemin et en anticipant les défis de demain. C'est un budget qui intervient alors que nous subissons des contraintes extrêmement fortes et que le gouvernement vient de prendre la décision de couper 10 milliards d'euros dans des domaines qui impacteront nécessairement le quotidien des Nantériennes et des Nantériens. À la réduction de ces 10 milliards d'euros de crédits publics cette année, s'ajouteront 20 milliards d'euros en 2025, soit 30 milliards l'année prochaine. Et la Cour des comptes prépare déjà l'opinion en réclamant 50 milliards d'économies d'ici 2 ans. Et le Président en annonçant qu'il sera nécessaire de solliciter les collectivités locales. C'est bien une violente cure d'austérité qui se prépare, une cure d'austérité qui frappera les villes à tous les étages, et singulièrement les villes populaires comme la nôtre, qui subissent depuis de longues années cet effet ciseau qui voit l'État nous transférer des responsabilités sans compensation. Les répercussions directes sur l'éducation, le logement et plus encore ne manqueront pas. Dès cette année, la décision de couper 10 milliards d'euros au budget de l'État aura des implications profondes. Le secteur de l'enseignement subit une réduction alarmante de près de 700 millions d'euros. Cette diminution touche tous les niveaux d'enseignement à un moment où l'urgence est plutôt à la revalorisation du ministère compte tenu des défis de recrutement. Particulièrement les 260 millions d'euros retranchés du budget vie des élèves qui sont pourtant essentiels pour rémunérer les AESH qui jouent un rôle crucial auprès des enfants porteurs de handicap et sujet particulièrement prégnant dans notre ville. 1,5 milliard d'euros destinés à financer les missions d'enseignement scolaire, recherche et enseignement supérieur disparaissent. Alors que les besoins pour les hôpitaux et les services de santé sont considérables, 70 millions d'euros vont leur être supprimés. La réduction de 300 millions d'euros dédiés à l'aide au logement et de 358 millions d'euros au programme d'urbanisme s'attaque directement à un défi majeur qu'à Nanterre, nous mettons toute notre énergie à relever pour répondre à une crise du logement abordable déjà gravissime. La politique de la ville subit également un coup dur avec 49 millions d'euros en moins, affectant directement les quartiers populaires et les initiatives contre les inégalités territoriales. De manière plus large, une réduction de 736 millions d'euros touche le budget du ministère de la Cohésion sociale. Les infrastructures de transport, vitales au quotidien, et les domaines prioritaires, comme la sécurité, subissent aussi des réductions budgétaires importantes, touchant notamment la police nationale. Nous avons parfois grands besoins dans nos villes. Annulation de 2,13 milliards d'euros de crédits au chapitre écologie, développement et mobilité durable. Les dispositifs d'aide aux ménages destinés à les accompagner dans la transition énergétique comme MaPrimeRénov', le chèque énergie, l'aide à l'acquisition de véhicules propres sont réduits de près d'1 milliard, reportés sur des abattements sur les impôts locaux. La diminution de 25% du fonds vert, ainsi que les coupes dans les budgets dédiés à la rénovation thermique des logements, à la lutte contre l'habitat indigne, à la jeunesse, à la vie associative, remettent en question le soutien aux politiques publiques essentielles pour les villes. Ces coupes interviennent dans un contexte déjà difficile où nous sommes confrontés à une pression financière accrue, alors que nous avons à assumer des dépenses supplémentaires, toujours plus importantes. Les choix du gouvernement sont aux antipodes de ce qui caractérise notre budget primitif 2024 et tout ce qui nous distingue. La volonté de maintenir des services publics de proximité utiles à toutes et à tous, la confiance en l'avenir, l'absence de renoncement. Pour financer les 10 milliards,
nous pourrions demander au gouvernement de revenir sur la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, CVAE, qui rapportait justement 10 milliards de recettes au budget. Une taxe qui concernait les 400 000 entreprises les plus importantes du pays sur les 5 millions qui existent. En attendant, nous prenons nos responsabilités et faisons le choix de présenter un budget sans augmenter les impôts et d'investir dans l'avenir. Ce budget 2024 sera en effet celui qui affichera le plus haut niveau de dépenses d'investissement, à plus de 86 millions d'euros, principalement au profit de nouveaux équipements, nos équipements scolaires. Je pense à l'école, au groupe scolaire Kers-Réau, à l'école au groupe scolaire Jacques Decour, Gorky, mais aussi à nos équipements de santé, avec l'ouverture cette année du nouveau centre de santé Juliette Ténine, des équipements sportifs, avec la première pierre cette semaine du nouveau gymnase Alice Mia dans le secteur Langevin, et également des dépenses culturelles avec l'achèvement prochain du théâtre des Amandiers. Un budget 2024 qui met la transition écologique au cœur, comme va nous le présenter Imed Azwouz. Chers collègues, le budget 2024 que je vais vous présenter s'inscrit dans la continuité des orientations budgétaires dont nous avons débattu lors du dernier conseil municipal. À cette occasion, nous avons rappelé le cadre dans lequel ce budget a été préparé. Il est marqué naturellement par la poursuite de la mise en œuvre des engagements du mandat, qui, je le rappelle, ont été pour près de 90% d'entre elles finalisées ou d'ores et déjà initiées. Ce budget traduit également la poursuite de notre action appuyée en faveur du développement durable, tant par les choix d'investissement faits que par les modalités de présentation de leur impact financier. Comme cela est fait depuis notre compte administratif 2022, ce budget fait l'objet d'une présentation de type budget vert pour l'ensemble de nos autorisations de programme. Malgré le contexte que nous connaissons, ce budget pour 2024 maintient son cap, avec toujours la volonté d'un service public de qualité attendu par les Nanterriennes et les Nanterriens. Ce budget présente par ailleurs un niveau d'investissement record. 87 millions d'euros sont ainsi prévus pour la mise en œuvre des travaux nécessaires au développement de notre territoire. Pour cela, le budget présenté s'équilibre au total à 416 millions d'euros, dont 294 millions d'euros en fonctionnement et 122 en investissement. Bien entendu et conformément à nos engagements, le taux de fiscalité restera stable. Et pourtant, ce budget de 2024 subit toujours les coupures budgétaires décidées par l'État, que ce soit la suppression de la DGF, ainsi que la très forte contribution au fonds de péréquation de notre ville, qui représentant au total chaque année une somme de 42 millions d'euros. Il ne s'agit naturellement pas de contester l'idée de la péréquation, mais le fait que notre commune, avec sa particularité sociologique aussi marquée, fasse partie des principales contributrices. À l'heure où le gouvernement a annoncé, comme l'a indiqué Monsieur le maire, de futures baisses de dépenses publiques, dont 10 milliards dès 2024, il nous faudra être particulièrement vigilants pour que cet étau péréquateur étreignant Nanterre ne se resserre pas encore plus fort en 2025. En effet, avec cette recherche de 10 milliards d'euros d'économie du gouvernement en 2024, viendra par exemple nous toucher directement par le biais du fonds vert. Par ailleurs, certaines annonces de l'État concernant les hausses décidées sur la masse salariale, si nous soutenons naturellement toutes ces mesures dans l'intérêt de nos agents municipaux, leur impact financier est fort. Les mesures annoncées il y a quelques jours concernant le personnel de la petite enfance, non intégré pour le moment, devront également l'être dès qu'ils l'auront été précisés. Les dépenses réelles de fonctionnement s'élèvent, quant à elles, à près de 274 millions d'euros. Malgré un contexte inflationniste, nous avons réussi à contenir les dépenses d'activité à plus 1,6%, soit 900 000 euros. Comme nous l'étions dit lors du débat d'orientation budgétaire, certaines dépenses sont particulièrement touchées par l'inflation. Il y en est ainsi, par exemple, sur les dépenses d'assurance, qui,
connaissent dans toutes les collectivités françaises une très forte augmentation. En ce qui concerne la masse salariale, elle progresse de 2,3%, soit moins de 3 millions d'euros, tout en intégrant la prime pouvoir d'achat que percevront les agents de notre ville en avril prochain, ainsi que toutes les mesures de revalorisation externe en faveur de nos agents. Il en est de même pour les frais financiers, marqués par la fin de la période des taux d'intérêt proches de zéro. Avec la progression des taux d'intérêt, les frais financiers génèrent une dépense supplémentaire de 700 000 euros. Comme nous le voyons dans cette diapositive, plus de la moitié de nos dépenses de fonctionnement concernent l'éducation de nos enfants, accueil en crèche, dans les écoles, restauration scolaire et activités périscolaires, ainsi que l'épanouissement de tous, sport, culture, jeunesse et loisirs. Cette orientation s'inscrit dans notre objectif de favoriser la mixité de notre ville. Je vous propose maintenant d'évoquer nos recettes de fonctionnement. Elles sont prévues à hauteur de 73 millions d'euros. 93 millions d'euros, excusez-moi. Je rappelle que ce budget est construit sans recours au levier fiscal. Je rappelle également que plus de la moitié de nos recettes sont constituées par les attributions de compensation par la métropole du Grand Paris. Or, c'est important que chacun le note bien, ces attributions de compensation ne sont pas revalorisées. Elles demeurent stables depuis leur initialisation. En d'autres termes, plus de la moitié de nos ressources sont totalement exclues de toute évolution. D'autre part, les recettes fiscales progressent pour autant grâce à la revalorisation des bases et retour à l'imposition de 100% pour le cas des entreprises techniques et Vinci. Toutefois, la taxe additionnelle est prévue en baisse, moins 1,2 million d'euros par rapport à 2023, compte tenu du contexte instable du marché de l'immobilier. Notre département en effet est particulièrement touché par la contraction du marché de l'immobilier. Observons désormais nos dépenses d'investissement. Le programme d'investissement 2024 est proposé à 86,5 millions d'euros pour l'ensemble de notre patrimoine, pour l'accélération de la transition écologique et la poursuite de la construction des équipements nécessaires en Ontario. Ce programme d'investissement est financé en sollicitant l'ensemble de nos partenaires financeurs, permettant d'afficher un haut niveau de financement externe atteignant près de 5 millions d'euros, atteignant près de 33 millions d'euros en 2024. Nos cessions et nos autofinancements atteignent quant à elles près de 5 millions d'euros. Le solde restant à financer est couvert par le recours à l'emprunt pour un montant de 49 millions d'euros. Je vous propose d'entrer un peu plus dans le détail des programmes d'investissement. Ainsi, pour le budget de 2024, il est tourné sur la transition écologique avec la poursuite de la mise en LED de la ville, le plan 5000 arbres et l'amélioration énergétique des équipements dans l'hôtel de ville. Dans le domaine de l'éducation, les crédits sont prévus pour l'achèvement des travaux de la première école d'Aigrou, le lancement des travaux pour l'école Jean Descours. Les dernières dépenses restant à passer pour l'école Gorky sont également prévues. La dernière ligne droite sur les travaux de Théâtre des Amandiers sont lancés, avec une livraison prévue pour le premier semestre 2025. Dans le domaine des sports, des travaux du gymnase Langevin vont s'engager. Enfin, le centre de santé Juliette Hénine devra ouvrir ses portes en fin de cette année. Évidemment, cette année 2024 sera marquée par les Jeux olympiques et paralympiques où Nanterre sera au cœur de l'événement. Ce budget prévoit l'ensemble des crédits nécessaires, moyens humains et matériels, pour que cet événement historique puisse se dérouler dans les plus belles des manières sur notre ville. Je précise
Ici aussi, nous avons mobilisé l'ensemble des partenaires pour participer au financement des Jeux à Nanterre. J'en pense par exemple à l'État, la région, la métropole du Grand Paris. Je viens vous présenter les principaux vecteurs de ce budget. Je vous propose à présent d'observer les ratios financiers de la ville de ce budget primitif. Avec un focus sur le niveau d'épargne inscrit au budget primitif, l'épargne brute est de 18,4 millions d'euros et reste ainsi à un haut niveau, permettant de répondre à la couverture de notre annuité de dette, comme la loi nous fait obligation. L'épargne nette, elle, s'établit à 1 million d'euros. Compte tenu de ces éléments, la capacité de désendettement de la ville s'établit à 10,2 années au budget primitif et se situe au-dessous du seuil de prudence fixé à 12 ans. Je précise, mais nous savons tous, que le recours à l'emprunt sera fait en 2024, comme les années précédentes, à l'exacte mesure des besoins qui apparaîtraient au fil de l'année. Je vous remercie. Merci, Med. S'il y a des questions, Madame Matouk, la parole. Merci, Monsieur le maire. Chers élus, chers collègues, ce budget n'ayant connu que très peu de modifications depuis le dernier conseil municipal, je pense que notre président de groupe avait pu donner un point de vue global de ce dernier lors de votre présentation du ROB. Je souhaite toutefois revenir et compléter quelques points qui me semblent importants. Dans un premier temps, notre groupe souhaite remercier tous les services et tous les agents qui ont participé à l'élaboration de ce budget. Nous savons à quel point cela n'est pas une mince affaire. Nous tenions à souligner les efforts de mise en œuvre pour ce budget qui, nous le concevons, s'est construit de manière contrainte. Néanmoins, cela vous oblige à fournir des efforts supplémentaires et à revoir la gestion de vos recettes et de vos dépenses. Vous commencez votre rapport, pour ne pas changer vos éléments de langage, par, je cite, « le poids écrasant des fonds de solidarité » ou encore par la masse salariale qui subit les mesures de plusieurs ordres décidées au niveau de l'État. Alors, dans la mesure où Nanterre est l'une des villes les plus riches de France, oui, monsieur le maire, il convient de participer à cet effort de solidarité. Alors, de votre part, ça m'étonne un peu. Je pensais que la solidarité, c'était le pilier de vos valeurs, et d'autant plus quand il s'agit de mesures nationales mises en œuvre pour revaloriser les fonctions des agents, sans qui il n'y aurait pas de service public. Je tiens à le rappeler. Vous évoquez également avoir réalisé 90% de vos engagements pris en 2020. Pouvez-vous nous donner une liste exhaustive de vos accomplissements ? Notre président vous l'avait demandé lors de notre dernière séance, avec la liste des promesses non réalisées. Il serait intéressant de voir quelles ont été vos priorités budgétaires jusque-là, et surtout, comment vous allez financer les 10% restants dans la mesure où les autorisations de programme, donc les plus grosses dépenses, sont prévues jusqu'en 2026. Vous assurez que le recours à la fiscalité est conformément à nos engagements écartés. Oui, puisque l'année dernière, vous avez augmenté le taux de la taxe d'habitation sur les propriétés secondaires et le taux de la TFPB. Donc c'est assez malhonnête comme formulation. Ça laisse à penser que vous ne les avez jamais augmentés depuis 2020, chose qui est totalement fausse, puisqu'elles ont été augmentées en 2023. Concernant la police municipale, je partage également votre constat qui est de dire « Nous n'ignorons rien des difficultés de recrutement, mais est-ce que tous les efforts ont été entrepris afin que cette PM soit opérationnelle à ce jour ? Permettez-moi d'en douter, où sont les offres d'emploi liées à ces postes ? Je ne reviendrai pas sur votre politique de santé publique, notre président l'avait demandé, à savoir qu'est-ce qui est fait pour attirer plus de médecins ou de professionnels de santé libéraux sur notre ville. Enfin, et je terminerai sur ce point qui me désole particulièrement et que j'ai pu évoquer lors de notre dernière séance, il s'agit du domaine de l'emploi, de la formation et de l'insertion professionnelle. J'expliquais que le montant alloué à ce secteur me semblait bien en deçà des besoins de notre population, chose à laquelle vous aviez répondu directement, monsieur le maire, ce n'est pas une compétence de la commune. Alors, je n'ai pas la prétention de vous donner un cours de droit des collectivités territoriales, mais l'article L2121-29 du CGCT dispose que le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. C'est ainsi que la clause générale de compétence est formulée et implique que la commune peut intervenir dans toutes les matières qui présentent un intérêt public
local, dès lors qu'il n'empiète pas sur les compétences attribuées par la loi à l'État ou à une autre collectivité. Monsieur le maire, sachez ici que cela concerne bel et bien l'emploi, tout comme cela concerne l'égalité femmes-hommes ou la lutte contre toute forme de discrimination, qui reste globalement une compétence du département et pour laquelle vous œuvrez particulièrement, contrairement à l'emploi, la formation et l'insertion professionnelle. Les articles L5322-1 à L5322-4 du Code du travail vous incitent même à agir sur ce sujet ô combien important. Alors pourquoi déployer aussi peu de moyens ? Quand on sait qu'on a désormais 6 QPV sur notre commune et que cette nouvelle géographie prioritaire permettra, je vous cite, de maintenir les moyens de la politique de la ville et de droit commun dans les quartiers, c'est à se demander si vous préférez agir véritablement pour l'emploi, la formation et l'insertion professionnelle dans les quartiers ou si vous préférez bénéficier de aides de l'État confortant les populations des QPV dans leur situation. Le classement en QPV se base sur un critère unique, le taux de revenu moyen par habitant, comparativement au reste du quartier et au reste de la France. Un nouveau quartier classé QPV, cela ne peut être qu'une mauvaise nouvelle pour notre ville, monsieur le maire. Tout d'abord pour nos habitants, dont les ressources financières propres diminuent, mais aussi pour vous, car vous allez devoir redoubler d'efforts pour lutter contre ce phénomène. Et ce n'est pas uniquement avec les engagements contrat 2030 que l'on parviendra à changer la donne. Se reposer sur nos partenaires institutionnels non plus ne suffit pas, et nous le constatons aujourd'hui. Vous fonctionnez finalement à l'inverse de ce qu'il faudrait faire, à savoir œuvrer pour l'émancipation et l'indépendance financière de notre population afin de relever son pouvoir d'achat et ne pas avoir besoin des dispositifs de la politique de la ville. Je rappelle que le taux de pauvreté à Nanterre est de 22% en 2021 et que le taux de chômage est de plus de 10% à la fin du mois de janvier 2024. On compte sur le secteur donc de l'emploi, de la formation et de l'insertion professionnelle un peu plus de 300 000 € répartis en subvention pour l'année 2024. Ainsi, nous n'avons pas d'agent dédié, ni aucune délégation parmi vos élus. Quand on sait que vous attribuez plus de 300 000 € à l'agriculture urbaine ou encore 500 000 € pour les budgets participatifs, il est inconcevable d'attribuer une somme si dérisoire à l'emploi, la formation et l'insertion professionnelle. Vous êtes en capacité d'agir, car le droit vous le permet, encore faut-il le vouloir. Monsieur le maire, nous n'avons donc pas le même sens des priorités. Notre ville dispose de nombreux atouts qui ne sont pas assez mobilisés pour répondre aux besoins de notre population. Il s'agirait de les prendre en considération pour revoir votre schéma directeur de politique publique, car les Nantériens et Nantériennes méritent plus et Nanterre mérite mieux. Merci. Alors merci de cette présentation très claire et merci à tous ceux qui ont travaillé effectivement à ce budget. On remarque une vraie montée en qualité et en compétence des budgets qui sont présentés. On voudrait saluer l'effort. On a même une vision pluriannuelle. On note aussi sur le fond, et c'est peut-être le plus important, une augmentation réelle des budgets d'investissement et évolution qu'on appelle, nous, depuis 2020 et qui aurait coûté beaucoup moins cher s'ils avaient été déclenchés à cette époque, quand les taux étaient quasiment négligeables. Mais on peut aussi ne pas désespérer que ces taux soient amenés à baisser l'année prochaine, par exemple. Alors, le budget, c'est intéressant parce que ça nous fait débattre de politique et de savoir où est-ce que, de façon chiffrée, vous faites vos choix de dépenser les ressources qui sont importantes de la commune. Et plutôt que de rentrer dans un débat technique, moi je préfère vous proposer, avec ma collègue, un débat sur le niveau de budget de notre ville concernant des thèmes qui, je crois, vous sont chers, nous sont à tous, celui de la mixité sociale, dans un premier temps, de l'écologie dans un deuxième temps, et de l'investissement dans les ressources humaines de la commune dans un troisième temps. Alors en préambule, mais je crois que maintenant c'est à peu près clair pour tout le monde, il faut rappeler que notre situation budgétaire, oui, effectivement, elle est plus difficile qu'il y a quelques années. Néanmoins, si on prend un tendance longue, on a un budget qui est très élevé. On revient toujours à ces chiffres. On a 294 millions de budget de fonctionnement cette année, soit à peu près 3 000 € par habitant. On était à 193 millions il y a 12 ans, donc on a fait plus de 50%. Et en masse salariale, on a à peu près 1 300 € par habitant, là où Paris, qui est déjà très bien doté, à 1 000 € par habitant, et là où les villes qui se comparent à notre taille sont plutôt à 850 900 €. Donc en réalité, on a à peu près 50% de budget de plus par habitant en masse salariale que des villes comparables en termes de taille. Alors, parlons maintenant des choix politiques. Et je pense que c'est le plus important et c'est l'intérêt de tout notre débat ce soir. D'abord, nous, notre priorité, on l'a dit, c'est d'assurer une vraie mixité sociale à Nanterre, mais une vraie mixité. Alors, vous l'avez dit vous-même, vous vous targuez de faire de Nanterre une ville pour tous et de faire de la mixité sociale le cœur de votre programme.
Bien sûr que c'est un atout, la mixité sociale, c'est un facteur d'attraction et d'attractivité. Et d'ailleurs, à titre personnel, c'est la raison qui m'a amené, c'est une des raisons qui m'a amené, et comme je pense beaucoup d'entre vous, à m'installer avec ma famille à Nanterre plutôt qu'ailleurs. Mais cette mixité, elle n'est pas réelle. On ne dit pas que c'est simple, mais la mixité, en réalité, on concentre, et les résultats de votre politique et de celle de vos prédécesseurs, c'est de concentrer, et ça a été dit, les populations en difficulté, toujours dans les mêmes quartiers, et c'est bien le problème, sans leur donner de vraies perspectives d'évolution ou d'amélioration. On a à peu près 55%, un peu moins de logements sociaux dans la ville, mais ils sont concentrés dans les 6 quartiers qui viennent d'être cités, au Parc Sud, je crois qu'on voit tous la situation, au Chemin de l'Île, au Petit Nanterre, à Berthelot, aux provinces françaises, et dernièrement à Anatole France, qui a été reconnu comme un QPV. Et dans certains de ces quartiers, on peut avoir jusqu'à plus de 90% de logements sociaux, et ce n'est pas à 90% de logements sociaux de la mixité sociale. Ce n'est pas vrai. Alors, ça pose 2 problèmes. Le premier problème, c'est que votre politique d'urbanisme, à laquelle vous êtes responsable, sans même parler de la clause de compétence générale qui fait que vous êtes compétent à peu près sur tous les domaines dont vous choisissez de vous saisir, comme je l'avais rappelé la dernière fois, en fait, elle est grandement responsable d'un certain nombre de difficultés, et notamment, pas uniquement, mais notamment du décrochage scolaire dans les établissements à Nanterre. Alors bien sûr, ce n'est pas qu'une compétence de la ville, c'est une compétence de l'État, mais toutes les études montrent que c'est la mixité sociale qui fait ou non la réussite du décrochage scolaire. Je rappellerai pour mémoire que notre ville est l'une des villes qui a les taux de décrochage scolaire les plus élevés en Ile-de-France. On est à peu près à 14%, là où la moyenne nationale est à 8,5%. Et ensuite, et ça a été mis en avant par plusieurs rapports externes de l'État, de la Chambre régionale des comptes, mais aussi du département et de la région, votre politique d'urbanisme, elle n'est pas durable pour Nanterre, parce qu'on n'arrive pas à la financer. Vous n'arrivez plus à la financer. Et c'est pour ça que vous dites que vous avez des difficultés financières malgré un budget en hausse. Vous n'arrivez pas à fournir aux populations, notamment les plus défavorisées, les services publics suffisants pour que les populations, notamment de ces quartiers prioritaires, puissent être accompagnées. Et c'est bien à la commune qu'il incombe d'apporter ces services en premier lieu, pas seul, mais en premier lieu, c'est bien à la commune d'apporter les services de proximité qui sont défaillants, et je crois que tous les Nantériens le voient en termes de sécurité, d'incivilité, ça a été cité tout à l'heure, de propreté, de santé et d'accompagnement de la petite enfance. Donc pour ces populations, votre politique de Nanterre pour tous, elle crée justement de la précarité, de la stigmatisation, au lieu d'aider ces populations qui en ont précisément besoin. Alors la vraie solution, puisqu'il faut parler aussi de notre vision, c'est de faire une vraie mixité sociale. Et donc de construire dans le temps long, je sais que ça, et on en a bien conscience, ça prendra des années, suffisamment de logements, pas uniquement de logements sociaux, de logements intermédiaires et de logements du parc privé, pour arriver à un taux de logements sociaux qui ne soit pas, par exemple, comme le prévoit le plan de rénovation du Parc Sud et des Tours Aillot, qu'on passe de plus de 90 à 66. Il faut arriver à des taux de logements sociaux qui soient plus bas et ne pas hésiter, et ça on l'assume, à faire de la densité. Notre ville n'est pas dense, n'est pas aussi dense que d'autres villes, on est à peu près à 7500 habitants du kilomètre carré. Dans l'urbanisme, on a la possibilité de densifier. Donc créer de la vraie mixité sociale en investissant sur non seulement les politiques publiques, mais aussi sur l'augmentation de la densification. Nous, on a chiffré ça, on a regardé, on pense que sur une mandature de 6 ans, c'est 40 millions de budget de la commune. Premier élément. Donc je vous avais dit, je vous parlerai d'abord de la mixité sociale. Ensuite, parlons de la transition écologique. Je suis cru un moment au Conseil des ministres, au début de votre intervention. Je suis à votre disposition pour discuter des chiffres du gouvernement, mais parlons de Nanterre. Nous, ça fait 4 ans qu'on vous demande de débloquer un plan d'investissement massif pour la transition écologique. On a bien conscience des éléments qui sont faits. Je vais le chiffrer également. Mais regardons les faits. Est-ce que Nanterre, pour être très concret, est-ce qu'on est prêt à faire face à des pics de chaleur de 50 degrés dans un été, dans 2 étés, peut-être cet été, je ne sais pas, on sait que c'est imminent. Non, la réalité c'est non. Et encore une fois, ce sont les ménages les moins favorisés qui seront en première ligne. On l'a déjà dit, une politique qui nous semble sensée serait d'investir sur les 2 premiers secteurs émetteurs d'émissions carbone, le logement et les transports. C'est là-dessus qu'il faut faire un plan d'investissement massif. Or, regardant vos chiffres, en 2024, on réduit de 25% les moyens alloués au développement des moyens de transport alternatifs à la voiture, pour ne citer que cet exemple-là. Et on n'a pas de plan global d'adaptation au réchauffement climatique. Donc encore une fois, nous, sur une mandature, on plaide pour un plan massif de 40 millions d'euros sur 6 ans, qui permettrait non seulement la rénovation thermique, non pas des seuls bâtiments locaux, publics, mais aussi de contribuer financièrement à la rénovation du parc social nanterrien, et voire même une contribution, comme je l'avais dit, sous forme d'un guichet, pour aider les Nantériens à avoir des aides, à obtenir des aides de l'État, notamment pour la rénovation de leurs logements, y compris privés. De travailler sur la constitution d'îlots de fraîcheur qui seraient accessibles à tous les Nantériens et qui seraient à moins de 7 minutes à pied de chaque point de Nanterre, et puis de constituer un vrai réseau de recharge de véhicules électriques
qui dépasse les seules 24 prises qui sont disponibles à Nanterre, puisque notre gouvernement travaille sur un programme de voitures électriques à 100 € par mois. Donc c'est là où on concentrerait les moyens. Là où, par exemple, vous augmentez les budgets, et je pense que c'est là où il faut avoir un débat. Vous réduisez ces budgets-là, où on peut citer aussi les budgets de 17 000 € pour la lutte contre l'habitat dégradé, alors que c'est une priorité. Un budget à 1 600 € pour le maintien en logement de qualité, donc sur un budget de 295 millions d'euros. Et en même temps, vous augmentez, et on n'a rien contre le sport de haut niveau, mais vous faites une augmentation de 1 200 000 € de hausse de budget supplémentaire sur le sport de haut niveau. Nous, on considère que ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est précisément la mixité sociale et préparer à la transition écologique. On pourrait aussi citer la baisse de 300 000 € sur les budgets attribués à la propreté de la ville, comme si nous avions l'impression de vivre dans une ville suffisamment propre et libérée de ses nuisibles, rats, punaises et autres parasites et de ces dépôts sauvages d'ordures qui ont lieu dans toute la ville. Donc encore une fois, 40 millions sur une mandature sur la mixité sociale, sur les services publics, 40 millions de plans de relance écologique sur la mandature sur 6 ans. Et puis enfin, on pense que, et puis vous soulevez le problème, on voit ce qui a été fait, il est temps d'investir réellement dans le personnel communal qui est finalement la matière première qui nous permet de travailler, qui est notre meilleur moyen de faire évoluer la ville. Alors, par exemple, nous, on n'a trouvé aucune information sur la gestion prévisionnelle des compétences, dit autrement, sur comment vous projetez les besoins de compétences du personnel de la mairie dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans. Alors qu'on le voit bien, les sujets, par exemple écologiques, les sujets numériques, n'étaient pas forcément présents il y a 5 ans ou 10 ans et vont se révéler cruciaux. Alors, oui, il y a un manque d'attractivité de la fonction publique et nous, ce qu'on demande, c'est de considérer les ressources humaines comme un investissement et non pas comme un coût et de définir donc à la fois de façon précise les besoins et les compétences du personnel communal. Ensuite, d'apporter une évaluation sincère sur les performances de nos agents et des services publics qui sont rendus par la ville. Et puis enfin, et je crois que vous avez commencé à le faire, c'est une bonne nouvelle, de développer l'attractivité de la ville en développant notamment une marque employeur forte et en réfléchissant sur les conditions de travail. Mais avec ces nouveaux enjeux, et j'en aurai bientôt terminé, intelligence artificielle, enjeux sur l'environnement, ça ouvre des nouvelles opportunités. D'abord, on peut imaginer de réduire les tâches redondantes et de faire, puisque évidemment, une collectivité publique, que ce soit l'État ou la mairie de Nanterre, ne se gère pas comme une entreprise. L'idée, ce n'est pas de faire des excédents pour faire des excédents. L'idée, c'est de répondre, de donner un bon service public, un bon coût, et puis d'aider à développer aussi une vraie culture de service public, au bon coût, comme on l'a dit. Donc, un plan de formation cohérent et réaliste, adapté, qui peut utiliser et qui peut s'accompagner d'une numérisation des tâches les plus redondantes, les plus répétitives, qui peut permettre d'améliorer les conditions de travail. Nous, on a chiffré ça à 20 millions de budget sur 6 ans. Donc, au global, si on devait reprendre nos chiffres, 40 millions sur la mixité sociale sur une mandature, 40 millions sur la transition écologique, 20 millions sur la formation du personnel, ça fait un plan d'investissement sur 6 ans de 100 millions d'euros, c'est-à-dire de 17 millions d'euros par an, qui est absolument dans les cordes de notre ville. Mixité sociale réelle, transition écologique et investissement en formation nous semblent donc constituer les investissements les plus nécessaires, d'autant que notre ville y a les moyens, et cette année encore, nous considérons que le compte n'y est pas. Je vous remercie. Effectivement, comme l'ont dit mes collègues précédemment, nous remarquons qu'il y a un gros travail qui a été effectué en termes de retranscription du budget. Maintenant, sur le fond, nous nous réjouissons au niveau de certaines choses et d'autres où on pourrait plus discuter, mais sur les choses qui vont, les infrastructures au niveau sportif et au niveau culturel, également au niveau de la santé, nous sommes assez satisfaits des projets et donc des investissements. Après, sur la question du sport de haut niveau, je trouve qu'au contraire, c'est une très bonne chose, puisque pour ceux qui ont eu la chance d'être au dernier match de Nanterre de la JSF, c'était un match exceptionnel, le Palais des Sports était plein. Donc je pense que le sport est un vecteur social, c'est un vecteur aussi d'insertion, c'est un vecteur c'est quelque chose qui rassemble. Donc, moi, je pense qu'il faut développer au contraire le sport et le sport de haut niveau, surtout à l'approche des Jeux Olympiques. Donc, je sais que c'est une somme, mais bon, c'est tout le monde qui a des retombées, parce que le Nanterre va briller, et donc tout le monde peut s'identifier, des jeunes aux moins jeunes. Voilà, donc sur cette thématique, on est extrêmement satisfait de cet investissement.
Après, sur les points négatifs, on va bien sûr venir sur le volet de la sécurité, mais il y aurait tellement à dire que je vais plutôt être bref en disant que effectivement, il y a des problèmes de recrutement et je vous le concède, il est difficile d'obtenir et de recruter des policiers municipaux, mais il y a aussi d'autres choses que les policiers qui pourraient être mis en place. Mais bon, après, c'est vos choix et je respecte vos choix. Mais je trouve que ça n'a pas été assez travaillé et ça mériterait beaucoup plus de réflexion, d'appel à peut-être des gens qui sont peut-être un peu plus spécialistes. Mais voilà, donc ça, c'est une épée de Damoclès parce que la sécurité, c'est quelque chose d'extrêmement sensible et extrêmement important, quotidien. Parce que Nanterre est une belle ville et elle mérite que chaque habitant puisse se sentir bien, se sentir en sécurité. Maintenant, le budget est extrêmement important par rapport à une sécurité que je trouve pas à la hauteur de ce que l'on pourrait faire et de ce que l'on pourrait avoir dans notre ville. Maintenant, il est plus facile de critiquer et de dire ce qui ne va pas plutôt que ce qui va. N'oublions pas une chose, mes chers collègues, c'est que Nanterre est une collectivité et à ce titre, elle ne devrait pas être meilleure que les autres. Parce que si l'État faillit, que la région faillit, que le département faillit, donc en fait Nanterre devrait être exceptionnelle, devrait être une collectivité qui réussit tout, qui est capable de tout faire, qui est capable de... Voilà. Et puis aussi, il faut se garder quand même d'être trop critique en disant que moi je suis dans l'opposition, je connais ma place, hein, je sais où je suis, mais c'est plus facile de critiquer que de faire. Donc je respecte ce que vous faites. Maintenant, il y a des améliorations. Je vous encourage à continuer dans ce sens pour l'intérêt des Nanterriens. Il y a de très bonnes choses, mais voilà, il y a encore un petit peu de travail et je vous encourage à le faire. Je vous remercie. Le mois dernier, à l'occasion des échanges sur le rapport d'orientation budgétaire, nous soulignons le fait que notre ville devait faire face à de nombreux impératifs contradictoires, et ça a été réévoqué dans votre intervention préalable, Monsieur le maire, et repris par la suite par notre collègue Imed Azouz. La construction d'un budget est un exercice difficile. Alors j'entends ce soir mes collègues de l'opposition brandir la clause de compétence générale. Le nouveau mot à la mode au sein de ce conseil municipal, comme si derrière cette notion de clause de compétence générale, nous avions une baguette magique qui nous permette de déployer des investissements massifs pour le bien-être des Nanterriens. Sachez que nous aimerions bien avoir cette baguette magique. Néanmoins, et malheureusement, c'est méconnaître le fonctionnement de nos institutions et des responsabilités de chacune, méconnaître le fonctionnement et la responsabilité du conseil départemental en matière de politique sociale, méconnaître notamment le fonctionnement de la région, qui a la responsabilité de l'emploi dans toutes ses dimensions, et c'est méconnaître également la responsabilité de l'État qui doit apporter sur le territoire national la sécurité de tout un chacun. Je ne prends que ces trois exemples au regard de ces trois institutions, mais elles sont pour moi fondamentales dans la construction de notre société, du vivre ensemble que nous souhaitons porter à Nanterre. Oui, quand il faut exercer la clause de compétence générale, nous l'exerçons, mais nous ne le faisons pas en défaussant les autres institutions de leurs responsabilités à l'égard des Nanterriens. Et non, malheureusement, nous n'avons pas de baguette magique. Depuis notre élection en mars dernier, notre ambition reste la même, c'est être fidèle
aux engagements que l'on a pris devant les Nontériens. Ces engagements, nous les mettons en œuvre, et mon collègue l'a rappelé tout à l'heure, 90% d'entre eux ont été réalisés ou sont en cours de réalisation. C'est une réalité, malgré ce que j'entends. Les engagements seront pris et seront tenus. Face aux difficultés des collectivités territoriales, et plus particulièrement de la nôtre, nous continuons à agir comme un bouclier en direction des plus fragiles et des publics les plus isolés. Nous restons sur nos objectifs, dont notre objectif de solidarité. Oui, c'est une valeur qui est forte au sein de notre collectivité et nous entendons la porter avec la même force. Néanmoins, cette solidarité, dans un territoire comme le nôtre de la région Île-de-France, doit être partagée. Et chaque collectivité doit s'inscrire dans cette solidarité. Je parle notamment en respectant la loi SRU et en construisant partout où cela est possible pour permettre aux citoyens, aux demandeurs de logements sociaux de pouvoir accéder à un logement digne. Ce n'est malheureusement toujours pas le cas et la mesure qui est annoncée par le gouvernement pour contourner les exigences de la loi SRU en intégrant dans les quotas de logements sociaux le logement social intermédiaire ne va pas contribuer, bien au contraire, à améliorer l'accessibilité du logement social pour tous sur notre territoire. Donc nous devons toujours continuer à agir comme un bouclier pour les plus fragiles. Nous devons rester fixés sur nos objectifs, faire preuve de résilience, d'innovation, pour nous permettre de dégager une stratégie budgétaire claire, lisible et ambitieuse. Et je pense que ce qui nous est présenté aujourd'hui remplit ces objectifs. On l'a dit, nous sommes dans une situation compliquée. Parallèlement à l'ambition de la collectivité, le gouvernement, par la voix du ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, annonce de son côté 10 milliards d'euros de coupes budgétaires cette année. Et M. le maire en a fait le détail et en a présenté les conséquences pour Nanterre. On sait d'ores et déjà que d'autres coupes budgétaires devraient intervenir en 2025 et que, bien entendu, elles auront elles aussi un impact sur les politiques portées au sein de notre collectivité. Comment ne pas réagir face au manque de lucidité de la part de l'État et exprimer notre incompréhension face à des décisions qui, en premier lieu, pénalisera les habitants, notamment de nos quartiers populaires, confèrent aux coupes budgétaires relatives à la rénovation du logement, par exemple. Là aussi, les faits sont les faits. Ils sont réels et elles auront des conséquences pour tous. Et donc, il nous faut les dénoncer quand elles sont mises en œuvre et réclamer plus de justice sociale et davantage de services publics. Le service public sur un territoire, ce n'est pas que le service public communal. Le service public communal a sa place sur le territoire, il anime le maillage territorial. Mais le service public, c'est aussi le service public du département autour de la petite enfance, de l'accompagnement social. C'est le service public de la région autour de l'emploi et c'est le service public de l'État. On peut penser à ces services publics traditionnels, mais aussi les services publics qui sont mis en œuvre par des sociétés sous responsabilité de l'État. Je pense au service public de la Poste, par exemple. Alors que l'État se désengage, notre majorité prend ses responsabilités et c'est tout le sens du budget qui nous est proposé pour 2024. Un budget, bien entendu, que le groupe socialiste adoptera
sans aucune réserve. C'est un budget qui nous permet de maintenir le cap en toute détermination et en toute lucidité. Je vous remercie. Alors, tout d'abord, je tiens à remercier l'ensemble des services qui ont permis de travailler sur ce budget. Ce vendredi, le passage sous le RER A de Nanterville a été fermé pour montrer la détermination à lutter contre les trafics et les intimidations dont souffrent nos concitoyens. Pourtant, monsieur le maire, ce budget primitif montre une fois de plus que la sécurité n'est pas la priorité. Où sont les fonds nécessaires à la formation d'une véritable police municipale? Où sont les millions d'euros nécessaires à la création d'un centre de supervision urbain afin de coordonner un véritable continuum en matière de sécurité? On ne pourra pas résoudre des problèmes fixés en collectionnant les bouts de ficelle budgétaires. La part dédiée à la sécurité est minime dans le budget par rapport aux villes aux alentours. Alors, certes, l'État doit jouer son rôle, parce que c'est ce que vous dites, et vous avez raison à juste titre, l'État doit jouer son rôle, pardon, mais le vôtre, vous devez aussi assumer vos responsabilités. Pour information, monsieur le maire, la région subventionne les polices municipales à hauteur de centaines de millions d'euros, pour leur donner encore plus de moyens d'agir, et pas seulement pour des caméras. Ma question est extrêmement simple, pourquoi ne pas l'avoir sollicité pour ce budget 2024, si nos moyens sont aussi contraints que vous le dites? Je vous remercie. Le budget, quel que ce soit le débat ou sa présentation, est un passage annuel obligé. Il constitue une forme de rituel républicain où tout est codifié. Une présentation de chiffres qui se compose d'exemples de réalisations à venir ou en cours, et de l'autre, la critique sur les choix qui y sont faits, souvent rapportés à un manque d'ambition ou parfois des critiques sur la gestion. Cet exercice fait que chacun et surtout chaque corps politique est amené à s'exprimer comme expert de l'ensemble de la politique municipale. Dire en quelques minutes pourquoi c'est bien ou pas bien sur un travail mené collectivement par des dizaines d'élus en lien avec les services municipaux pendant plusieurs mois. Cette scène, qui se joue chaque année, oublie de préciser que le débat ne se fait que dans les grandes masses. La plupart des projets d'investissement, vous l'avez dit, portent sur des années et sont donc bien connus de tous et de toutes depuis le début du mandat. Les budgets de fonctionnement, chaque année révisés, ne connaissent finalement que de très faibles variations. Pourtant, chaque année, il y aura assez d'imagination pour développer des critiques différentes. En 14 années de cet exercice, j'ai tout entendu, mais particulièrement son contraire. La dette dépasse de peu les 10 annuités de remboursement, la ville est donc en faillite. L'endettement est un peu trop bas, la ville n'investit pas assez. Les impôts augmentent, c'est la saignée des contribuables. Et enfin, les impôts n'augmentent pas malgré la hausse des dépenses. Bon, là, il n'y a rien à dire, généralement. Rares sont les fois où des terrains d'entente sont trouvés. Une fois seulement, lorsque les dépenses de fonctionnement aient baissé, je crois que c'était le groupe Nanterre Ensemble qui avait jugé positivement cette baisse. Pourtant, sur le fond, rien n'explique que la baisse des dépenses publiques soit un signe de bonne gestion. Comme à l'inverse, rien n'explique que la hausse des dépenses publiques soit un signe de bonne gestion. De votre côté, monsieur Houboui, le mois dernier et encore aujourd'hui, vous exprimez sur la masse salariale de notre collectivité, qui est cette année de 1 280 € par habitant. Ce sont vos chiffres du mois dernier. C'est beaucoup trop, selon vous. Par contre, vous ne nous dites pas comment la réduire, ni à quel service de la population nous devrions supprimer ou baisser. Là où nous serons d'accord, même si la finalité politique ne sera pas du tout la même, c'est bien sûr sur la question de la transition écologique. Mais pardon, j'entends plus d'entendre depuis 2021 la même rengaine comme quoi la transition écologique à Nanterre ne se limiterait qu'à 1,4 million d'euros. Vous avez pointé, monsieur Houboui, lors de votre déclaration du mois dernier, que la plantation de 5 000 arbres avait un coût surévalué. Je crois qu'il était évalué à 600 000 €, en expliquant qu'une fosse pour un arbre à la place du bitume coûtait 1 400 €. Bon, alors qu'en vrai, c'est plutôt le triple. Mais ce n'est pas si important. Cette année, ce sont plus de 1,5 million d'euros d'investissement uniquement dans la végétalisation de Nanterre, que ce soit dans les cours d'école ou les alignements d'arbres qui sont posés. Pourtant, cette augmentation d'arbres sur notre ville va nécessairement augmenter les coûts de fonctionnement, notamment la masse salariale. C'est la même que vous voulez réduire. Plus généralement, la transition écologique dans notre ville, c'est, depuis 2008, la rénovation massive du patrimoine bâti communal. Notre ville participe également à la rénovation thermique de logements privés, en lien avec l'ANA, pour lequel il y a des financements communaux. De grandes campagnes de rénovation du logement social sont menées, comme par exemple la rénovation de l'ensemble du quartier université, et sera prochainement la même chose à Pablo Picasso. Dans le neuf, par exemple, au Grou, tous les équipements et logements neufs sont livrés avec des standards énergétiques supérieurs aux normes actuellement en vigueur.
C'est aussi dans le pilotage de syndicats intercommunaux comme le CIPEREC ou bien encore Généria que la ville entreprend de réduire l'usage des énergies fossiles en organisant le développement, par exemple, de panneaux solaires, de la cogénération ou bien encore de la biomasse sur notre territoire. Par exemple, Généria, c'est 50 000 tonnes de CO2 en moins qui vont être économisées cette année. La transition écologique passe par la consommation, avec le développement massif du bio dans les cantines, le développement de l'agriculture urbaine à Nanterre, de la relocalisation des productions alimentaires, comme une champignon-nière, une microbrasserie, une limonaderie. Et pour les biens matériels, des circuits de réemploi, de réparation, même des boîtes à livres qui sont financées par la ville. Ce sont des axes aujourd'hui fortement pourvoyeurs d'emplois. Je ne parle pas non plus de toutes les autres politiques transversales qui sont menées. Le vélo, avec plus d'1 million d'euros d'investissement en 2024. La politique des achats publics, la gestion des ordures ménagères, avec l'instauration du compostage, la gestion différenciée des espaces verts. Tous ces efforts ne doivent servir qu'un seul but, faire que la transition écologique serve le plus grand nombre et ne soit pas qu'une simple ligne dans un budget. Le budget vert qui se met progressivement en place permettra de mesurer plus efficacement les politiques que nous devons réformer afin de poursuivre la diminution de notre empreinte environnementale afin d'accélérer la transition écologique. La seule question que nous aurions à nous poser serait « est-ce suffisant ?» Faisons-nous vraiment tous les efforts qu'il faut pour repousser la fin du monde en même temps que repousser les fins de mois difficiles? Et là, j'avoue que pour le coup, on n'est pas aidé pour y arriver. Notre ville seule ne peut compenser le désengagement de l'État. Moins d'allocations chômage, moins de contrats aidés, moins d'aide au logement et maintenant des revenus de subsistance vitaux conditionnés. Le maire en a listé un grand nombre. Notre ville ne peut pas supporter toute la misère du gouvernement. On ne peut pas arriver à faire un grand plan de transition écologique, comme vous le proposez, sur lequel je suis d'accord, quand la prime rénovation de l'État baisse d'1 milliard, que le fonds vert diminue de 400 millions d'euros. On ne peut pas arriver à réduire la pollution atmosphérique quand la taxe sur les poids des véhicules n'est pas menée à terme ou quand on casse le thermomètre air-tarif. Quand la baisse de la consommation des produits phytosanitaires est sans cesse repoussée, on le voit encore en ce moment même avec les amendements du groupe Renaissance pour repousser la lutte contre les polluants éternels. On ne peut pas y arriver si on essaie de décarboner notre énergie à Nanterre et qu'en Gironde, on autorise le forage de puits de pétrole dans des zones préservées. Qu'on prenne des douches pour économiser l'eau ici, tandis que des bassines sont remplies pour faire pousser du soja destiné aux fermes-usines qu'on autorise et qu'on continue à autoriser. Quand on bataille pour préserver l'hectare du jardin des Acacias et que l'autoroute A69 engloutit à elle seule 360 hectares de nature là-bas. Notre budget municipal ne sert à rien si sans cesse l'État ou la région mènent des politiques contraires aux intérêts des citoyens et de l'environnement. Nous ne pouvons être les seuls si tous les échelons publics et si tous les corps politiques ne prennent pas leur part à ces objectifs. Tous les efforts que nous faisons ne servent à rien s'il n'y a pas une volonté commune d'avancer dans tous les domaines et surtout, j'insiste particulièrement, dans tous les corps politiques de quelque bord qu'ils soient. Je vous remercie. Je tiens à remercier les services de la ville ainsi que notre collègue Imed Azouz pour sa présentation du budget primitif 2024. Comme il nous l'a parfaitement rappelé, ce budget a été construit dans un contexte compliqué et contraignant. Entre la suppression de la dotation générale de fonctionnement, le calcul de la péréquation désavantageux pour Nanterre, la réforme de la taxe professionnelle qui réduit considérablement les impôts payés par les entreprises, une inflation à 2,5%, ainsi que la forte hausse des taux d'intérêt, les communes sont de plus en plus asphyxiées par les choix budgétaires gouvernementaux qui fragilisent et creusent les inégalités entre les territoires. Soyez certains que nous souhaiterions arrêter d'énumérer les raisons pour lesquelles le budget communal est de plus en plus complexe à bâtir, mais force est de constater que nous, comme d'autres collectivités, ne sommes ni entendus ni écoutés par le gouvernement. Surtout quand celui-ci a décidé, sans que le Parlement n'ait eu son mot à dire, de faire 10 milliards d'économies cette année et en prévoit 20 de plus pour l'année prochaine. Nous sommes fortement intrigués sur les coupes et les orientations budgétaires qui vont être décidées par Bercy presque en catimini, alors que le budget de l'État a été voté il y a plusieurs mois déjà. Quelle crédibilité peut-on donner à ce gouvernement? D'autant que, comme à chaque fois, ce ne sont pas les près de 200 milliards d'aides sans contrepartie aux entreprises, ni même les 100 milliards de fraude fiscale qui sont dans son viseur, mais bien les services publics. Comme aime le rappeler le ministre délégué chargé des comptes publics, Thomas Cazenave, je cite, « État, collectivités territoriales, sécurité sociale, nous devons contribuer à la maîtrise de nos finances publiques. Les efforts doivent être partagés.
sans doute pour mettre fin à la gratuité de l'État-providence, véritable machine à accumuler de nouvelles dépenses publiques, comme le déclare Bruno Le Maire dans les colonnes du journal du dimanche. Au-delà du désir d'austérité, de la désinformation et d'une énième attaque contre le système de protection sociale et les services publics, c'est tout le modèle français qui est remis en question. Ne nous y trompons pas. Nous sommes là face à un choix de société et ce modèle de désengagement des services publics n'est pas le nôtre à Nanterre. Face à cela, nous refusons de devenir de simples guichets d'enregistrement comme le souhaite ce gouvernement. La crise sanitaire a pourtant démontré l'absolue nécessité des services publics et notamment des services publics municipaux indispensables pour nos habitants. Ainsi, et malgré les difficultés auxquelles nous devons faire face, nous continuerons de maintenir un haut niveau de services publics de proximité voulu par les Nantériennes et les Nantériens. Ce sont ces mêmes politiques publiques qui contribuent à améliorer le quotidien des habitants, à poursuivre la transformation urbaine et sociale dans l'ensemble des quartiers de la ville, à défendre l'égalité des droits de toutes et tous, à agir pour faire de Nanterre une ville du vivre ensemble et de mixité sociale. Je vous remercie. J'aimerais intervenir brièvement en réaction aux différentes interventions qui ont été faites. Monsieur Bouy a pointé le fait que nous avions les moyens humains. Et c'est un vrai atout de la ville de Nanterre. Et donc c'est pour ça qu'on appelle à une gestion prévisionnelle des emplois et à capitaliser sur cette richesse qu'on a par les employés de la ville. Ça, c'est le premier point. D'autre part, on vous appelle également à regarder d'un peu plus près les chiffres annoncés par le gouvernement, parce qu'après les coupes budgétaires, on reste quand même à plus 3,5 milliards pour l'éducation et à 6,5 milliards pour l'écologie. Il s'agit enfin de dire que nous ne sommes pas d'accord avec la façon d'utiliser l'énorme budget dont dispose la ville. Et c'est ça, faire de la politique, et on a le droit, tout un chacun, d'avoir un avis sur la façon dont le budget de la ville est utilisé. C'est pourquoi nous avons préconisé un plan sur 6 ans de 100 millions d'euros, avec 40 millions d'euros pour la mixité sociale, 40 millions pour l'écologie et 20 millions pour la formation des agents. Je vous remercie. Oui, effectivement, juste la projection, s'il vous plaît. À toute fin utile, en fait, c'est intéressant de voir notre capacité à gérer la dette depuis, on prend le repère sur 2019, notre capacité à garder une stabilité sur le niveau de notre endettement et la valorisation de notre patrimoine de la ville, ce qui a signifié le fait de pouvoir y investir, de pouvoir valoriser notre patrimoine et l'entretenir, soit à travers les différentes opérations que nous avons pu mener tout au long de ces années, sur la rénovation urbaine, sur la rénovation énergétique, et j'en passe. Un autre graphique qui peut aussi interpréter, c'est l'évolution comparée de la dette de la ville comparée à celle de l'État. Notre capacité, elle, par rapport au contexte que nous vivons tous ensemble, c'est on arrive à bien s'en sortir. Merci, c'était pour la question de la bonne gestion de la dette. Je pense que c'était utile d'avoir ces chiffres. De manière générale, sur l'ensemble, alors, nous ne mentons pas quand nous disons qu'on n'augmente pas la taxe foncière cette année, puisque l'année dernière, nous n'étions pas cachés de cette hausse, mais nous étions engagés à ne pas refaire de nouvelles augmentations en 2024. Et donc, c'est chose faite. Il n'y a pas là sujet à mensonge, mais à indiquer quelle était la position de la ville. On va le voir tout à l'heure, puisqu'on a une délibération sur la fixation des taux d'imposition. Je vous remercie d'avoir souligné le travail qui a été effectué par les services de la direction des finances, qui est d'ailleurs avec nous ce soir et qui a pu entendre vos remontées. Je remercie également les équipes pour tout le travail qui a été fourni pour vous présenter les chiffres et les documents qui ont pu vous être transférés depuis le ROB jusqu'à la présentation du budget primitif. La revalorisation des agents, effectivement, nous y étions favorables. D'ailleurs, on
présentera tout à l'heure la prime pouvoir d'achat que nous avons décidé de voter pour justement récompenser aussi le travail qui a pu être fourni par les agents de la ville. Et donc, nous avons joué notre rôle. Sauf que derrière, en jouant notre rôle, à chaque fois, on a des augmentations, mais rien n'est compensé. Donc, en réalité, c'est un choix, effectivement, politique assumé de notre part, de reconnaître la valeur du travail, d'accompagner aussi cette hausse de l'inflation qui est difficile pour les agents de la ville. Et donc, nous avons fait ces choix-là, qui nous amènent aussi à avoir une évolution dans les charges de fonctionnement que nous vous avons présentées aujourd'hui. Sur la question de la police municipale et du manque d'ambition, alors il y a 9 postes ouverts aujourd'hui, 5 pourvus, on a un objectif d'en recruter 25, mais il nous manque effectivement encore 4 postes à pourvoir à date aujourd'hui, donc il n'était pas nécessaire d'avoir les 25 postes ouverts au budget dès à présent, mais en revanche ça fait partie des engagements pour le coup qui avaient été pris dans le mandat, et donc nous travaillons à ce recrutement. Nous avions monté à 13 policiers municipaux l'année dernière. Vous n'êtes pas sans ignorer qu'à l'échelle de la France entière, il y a 11 000 postes de policiers municipaux à fournir pour justement assurer un certain nombre de missions qui ne sont plus remplies par la police nationale, parce qu'il y a eu des baisses justement du budget du ministère de l'Intérieur pour assurer un certain nombre de missions. Et donc ce désengagement nécessite un investissement de la part des villes qui est massif, mais qui nécessite aussi de pouvoir former des agents pour avoir des agents qui soient disponibles pour occuper les postes qui ont été ouverts sur la France entière. Sur la question du financement par la région, alors une demande a déjà été faite depuis plusieurs années. Nous avons 56 000 € versés par la région. C'est loin du compte de ce qu'on peut toucher sur le FIPD de la part notamment de la préfecture ou du conseil départemental qui vient en appui sur justement ce financement et notamment des caméras de surveillance. Alors, nous n'allons pas ouvrir de centre de surveillance urbain puisqu'il est déjà ouvert, il existe et il est connecté, y compris au commissariat, et on est en train de recruter justement un opérateur qui va pouvoir intervenir directement derrière et travailler sur tous les sujets qui sont chers aux Ontariens aussi, sur la question de la vidéoverbalisation, notamment pour tout ce qui concerne le stationnement des gênants. Donc on est déjà équipé aujourd'hui de ce type de dispositif avec un centre de surveillance urbain qu'on a inauguré avec le commissaire divisionnaire de Nanterre. Et nous avons aujourd'hui plus de 110 caméras. Nous en avions 20 au début du mandat, donc ça augmente progressivement parce qu'on a des aides au financement de l'investissement, mais en revanche, sur la question du fonctionnement, il est nécessaire d'aller abonder et d'entretenir ce patrimoine-là. Il ne s'agit pas seulement d'acheter des caméras et de les poser, mais ensuite de pouvoir les entretenir, avoir la capacité à pouvoir les utiliser. Sur le sujet de l'emploi, qui est revenu assez largement, emploi, formation, avec un cours, je vous remercie, sur la clause de compétence générale. Je ne l'ignore pas parce qu'il m'est arrivé de passer des concours, donc oui, voilà. Et je vous remercie de ne pas m'interrompre. Je ne vous ai pas interrompu, Madame Matouk. Un minimum de respect serait le bienvenu. Sur la question du budget, où est le schéma directeur régional? 0 € dans le contrat de ville. Si vous cherchez bien dans le budget, il a été demandé si nous avions un délégué en charge de l'emploi, et je vous le présente, il est juste ici, c'est Thierry Denoy, donc, qui intervient, et on a notamment un outil qui s'appelle la Maison de l'emploi et de la formation, et qui regroupe pour l'accompagnement une mission locale, un service relation avec les entreprises, et également un espace insertion que nous ouvrons pour le compte du département, qui n'intervient pas et sur lequel nous avons un financement à hauteur de 20%. Ce qui fait quand même qu'au total des dépenses qui sont réalisées dans le cadre de l'exercice de notre clause de compétence générale pour accompagner et notamment le riche réseau d'insertion par l'activité économique, mais aussi les entreprises adaptées de notre ville, et plus globalement l'insertion de nos jeunes, je le disais avec les maisons de l'emploi et de la formation, nous mettons 1,2 million d'euros au budget chaque année. Donc vous pouvez trouver que c'est peu, mais comparativement aux 0 € que nous recevons de la part de la région sur le financement de cette action-là, c'est déjà beaucoup pour un service d'information jeunesse, pour le financement de clauses d'insertion qui permettent à de nombreux jeunes de Nanterre de pouvoir trouver un premier emploi, d'avoir une première expérience, et également dans le soutien à l'insertion par l'activité économique et à l'orientation via la mission locale. Donc on peut toujours faire mieux, mais effectivement on fait déjà des choses.
Concernant les dépenses qui relevaient du sport de haut niveau, ça avait été soulevé. Alors, ce n'est pas des dépenses nouvelles, c'est des dépenses qui existaient déjà par ailleurs. Et il y en a une partie qui vient en recette et ça bénéficie aussi de l'attractivité de la ville aujourd'hui. Donc, ça peut être, c'est effectivement des choix, mais ça permet aussi de valoriser et d'avoir un certain nombre de retombées, notamment des partenariats et un engagement de nombreux partenaires qui soutiennent comme nous une équipe de sport de haut niveau et qui font aussi connaître Nanterre sous un autre jour que les retours qu'on peut avoir, y compris les messages un peu défaitistes que j'ai pu entendre. Sur la santé c'est aussi la clause de compétence générale. D'ailleurs, Nanterre a engagé depuis très longtemps sur ces sujets-là, puisqu'on est venu suppléer un certain nombre de carences, et ce depuis 1936. Nous continuons toujours à porter un effort important avec l'inauguration du nouveau centre de santé nouvelle génération qui va ouvrir dans le centre-ville de Nanterre et apporter notre soutien à l'ensemble, y compris aux professions libérales. Je prends pour exemple le fait que nous ayons relogé les 2 derniers médecins pédiatres qui étaient présents à Nanterre et qui devaient rendre leurs locaux privés, et nous les accueillons dans des locaux qui appartiennent à la ville de Nanterre pour permettre de garantir encore une offre de pédiatres à Nanterre. Je ne reviendrai pas sur l'ensemble des actions, notamment les mises à disposition de centres de santé, l'espace, je pense à celui de la rue de Suresnes par exemple, qui a été inauguré il y a finalement assez peu de temps et qui permet aussi à un cabinet de médecine libérale de pouvoir être présent sur le quartier. Là encore, il s'agit d'investir et d'être présent pour les Nantériennes et les Nantériens. Sur la GPEC, je prends bonne note effectivement, mais nous avons déjà engagé un certain nombre d'actions dans ce domaine pour pouvoir accompagner aussi nos agents, et notamment un plan de formation. Et sur la question de la formation, nous avons le pacte, plan d'ambition pour la transition écologique, le pacte communal, qui permet de s'engager dans un certain nombre d'actions pour justement améliorer l'impact de la ville et l'impact du fonctionnement de la ville en matière de transition écologique, au-delà des projets de réhabilitation qu'on a déjà pu vous présenter ce soir. Donc je pense que dans ce domaine, on n'a pas forcément énormément de leçons à prendre. Sur la question de la densité, je l'entends. Si vous entendez bien les Nantériens, ils ne vous diront pas que la densité, il faut la développer outre mesure. Je pense que vous ne viendrez pas me contredire sur ce point-là. La mixité sociale, nous la travaillons. Vous avez cité un certain nombre de quartiers. Il n'y a pas que les quartiers politiques de la ville qui accueillent un grand nombre de logements sociaux. Vous avez notamment omis de citer le secteur Langevin, pour lequel on a un bailleur départemental et où, pour le coup, on n'a pas les outils que permet la politique de la ville. Donc il faut aussi pouvoir intervenir dans ces sites-là, et l'ouverture du chantier du gymnase Alice Mia va permettre de pouvoir justement lancer le renouveau de ce secteur Langevin, et notamment la réhabilitation de l'école Langevin qui s'engagera cette année. Voilà. Je vous remercie et je vous propose à présent de passer au vote du budget.